Bonsoir à tous, vous assisterez ce soir à une première dans tous les sens du terme, la première émission d'une série mensuelle réalisée par RFI en collaboration avec le Bureau Europe centrale et orientale de l'Agence universitaire de la francophonie. Nous avons choisi d'inaugurer cette saga, j'espère du moins que cela deviendra une saga, symboliquement à la fin du mois de mars, car c'est le mois de la francophonie partout dans le monde. Le 20 mars, c'est la journée internationale de la langue française et de la francophonie sur la planète. C'est pompeux, mais c'est vrai. Les derniers vendredis de chaque mois, nous vous ferons découvrir les raisons d'exister de cette francophonie à travers notre collaboration avec l'AUF, qui regroupe plus de 800 universités dans plus de 100 pays du globe. Il s'agit tout simplement de l'une des plus grandes associations d'universités de la planète. Voilà pourquoi nous aurons chaque mois des jeunes qui interviendront en direct depuis Tirana, depuis Bucarest, Tbilissi, Yerevan ou bien Chisinau. Tous les mois, j'aurai à mes côtés un grand témoin pour commenter une thématique spécifique et dialoguer avec nos intervenants. C'est tout naturellement que j'ai choisi pour cette émission inaugurale le président du GADIF, c'est le groupe des ambassades, délégations et institutions francophones, monsieur Benoît Rutten. Alors, question très concrète, monsieur Rutten. Aujourd'hui, fin mars 2015, que veut dire la francophonie ici en Roumanie et puis dans la région, bien sûr? Non, ne touchez pas au micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Tout va bien. On va vous entendre. Donc voilà, simplement vous rappeler que l'appartenance à la francophonie signifie l'adhésion à une certaine vision du monde, à un certain système de valeurs diffusé par un Français à multiples facettes. Et je crois que ce référentiel de valeurs est ce qui fait véritablement la francophonie ici en Roumanie. Ce mois de mars a été dense. Comme je le disais dernièrement, la francophonie, la fête de la francophonie, c'est le 20 mars. Certains essayent de tenir une semaine et nous avons la prétention... Un jour même, un jour, le 20 mars, en coulisses avec regret. Et ici, on tient un mois grâce à un GADIF, c'est-à-dire un groupe d'ambassadeurs francophones énergiques, dynamiques et enthousiastes. Et pendant un mois, on a échelonné, depuis le début mars jusqu'à hier matin, une série d'événements sponsorisés, organisés ou soutenus par le GADIF. Ces événements ont été un débat sur l'égalité homme-femme et sur la femme lors de la Journée internationale de la femme, le 6 mars. Le 8 mars, pardon. Oui, mais nous avons fait ce débat le 6 mars avec l'Agence universitaire de la francophonie à la Villa Noël. Oui, d'accord. Parce que le 8 mars, c'est le symbole international, voilà. Effectivement. Et puis nous avons organisé le 12 mars un vernissage d'une très belle exposition au Musée national du paysan roumain, exposition qui réunissait une soixantaine de tableaux venant de pays francophones et que retravaillait de façon éphémère une artiste roumaine pour les lier entre eux par le fil rouge de l'amitié. Puis nous avons eu évidemment la soirée de gala, le 20 mars. Nous avons remis le prix du GADIF à une personnalité roumaine, Oana Pleșa, qui est la directrice du Centre culturel francophone de Buzău et qui a organisé depuis des années des tas de choses pour les enfants en français à Buzău, une énergie extraordinaire. Nous avons alors aussi eu la journée de la francophonie à Cluj, où je me suis rendu la semaine dernière, 25 et 27 mars. Et enfin hier, à l'initiative du Canada, nous avons ouvert un espace francophonie dans l'école publique 136 du quartier Ferentari à Bucarest. Alors, question politique, parce qu'on ne se refait pas. Au niveau du dialogue politique avec les autorités roumaines, de la mise en place de certaines idées, d'un travail en commun, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est faisable ? Ce que je constate pour le moment, c'est que évidemment le ministère des Affaires étrangères roumain est présent au sein du GADIF et à travers la personne de Madame Victoria Popescu, et c'est notre relais, c'est notre trait d'union. Depuis longtemps déjà. Depuis longtemps, même si nous avons de plus en plus de contacts avec des secrétaires d'État et experts du monde de l'éducation, notamment roumain, parce que c'est par là qu'il faut attaquer la francophonie, et donc nous essayons de renforcer le français à l'école. Ce pays compte quand même 9000 professeurs de français, donc c'est 10% d'habitants de Roumanie parlent français, et donc il faut faire ce lien entre continuer à essayer de convaincre ces jeunes d'apprendre le français, de continuer à le développer à l'université et s'inscrire dans un plurilinguisme, et pas dire il faut plus apprendre l'anglais pour le français. Non, il faut le roumain, l'anglais et le français comme troisième langue. Ça, c'est l'atout. Je vois qu'il y a aujourd'hui des tas d'entreprises anglophones en Roumanie qui cherchent à engager des francophones. Et ça, c'est un signe, je trouve, positif.
Très bien. Avec nous dans ce studio d'RFI, Cristina Basarabescu, étudiante en langues et littératures étrangères à l'Université de Bucarest. Cristina, j'aimerais savoir très concrètement, dans votre fac et puis au-delà, bien sûr, dans l'Université de Bucarest, comment s'est traduit ce mois de la francophonie dont on vient de parler ? Bonsoir. Tout d'abord, il faut souligner le fait que la francophonie se traduit dans notre université tout au long de l'année, non pas seulement pendant le mois de la francophonie. Et le plus récent événement, c'était le pique-nique francophone qui a été organisé par l'Institut français en collaboration avec les lectorats de français de l'Université de Bucarest et de l'Université polytechnique. Mais on organise... Mais attendez, c'est quoi un pique-nique francophone, hein, parce que tout le monde n'est pas au courant, et puis peut-être que tout le monde n'a pas eu l'occasion de pique-niquer, donc expliquez-nous ça. Le pique-nique a été organisé à la maison universitaire. Un vrai pique-nique ? Oui, un vrai pique-nique, justement pour fêter la francophonie ensemble avec les étudiants, avec des dizaines de participants de toutes les universités de Bucarest. Et c'était aussi l'occasion d'écrire des vers, des haïkus, qui ont été publiés sur Facebook. Et le plus important, c'est que l'événement n'a pas été organisé seulement à Bucarest, mais dans toutes les grandes villes de la Roumanie. Benoît Rutten, je crois que vous voulez compléter. Moi, j'avais une question vous concernant aussi, mais je vous la poserai après. Non, je veux tout simplement compléter, parce que ce sont tous les ambassadeurs membres du GADIF qui se sont rendus dans ces villes de Roumanie, et au même moment, ont lancé tous ces poèmes sur Facebook. Moi, j'ai été par exemple à Buzo, et à 14h, ce jour-là, le 17 mars, tous ces poèmes sont partis, je crois qu'il y en a 2800 en tout, sur Twitter ou Facebook, sur les réseaux sociaux. Pardonnez tout de même une question très française. Qu'est-ce qu'on a bu, qu'est-ce qu'on a mangé ? Et moi, à Buzo, c'était des sandwichs jambon-fromage. C'était bon ? C'était bon. Bon, et non, on fait du très bon vin à Buza aussi, là, donc non, rien d'autre. Il n'y a pas eu un thème pour le pique-nique, c'est vachement important quand même, non ? Chaque association francophone ou association locale était libre d'organiser le pique-nique comme il l'entendait, et le pique-nique était surtout à destination des enfants qui avaient rédigé ces poèmes. D'accord. Christina, quoi d'autre ? Quelles sont les actions fortes qui vont suivre ? Parce que vous me disiez que vous faisiez ça toute l'année. Oui, on organise au lectorat de français de l'Université de Bucarest des soirées culturelles. La plus récente a été la soirée dédiée au Marquis de Sade, et on a eu une soirée pour Denis Diderot. Ça y va fort, hein. Oui, ça va très fort. L'activité est très intense au lectorat. Ça claque, si j'ose dire. Oui, le festival des films francophones, les étudiants de l'Université de Bucarest participent à la réalisation des sous-titrages, des traductions. Et pour l'instant, je pense que mais c'est déjà pas mal. Oui, il y a beaucoup d'activités. Bon. On va faire un saut à Sofia, Bulgarie, avec Elica Kancheva, donc, qui est étudiante là-bas en Bulgarie également, et qui, elle aussi, je pense, Elica, a travaillé sur ce mois de la francophonie. Alors, quelle est l'ambiance bulgare en ce qui concerne ce mois de mars ? Bonjour à tous. Chez nous aussi, il y avait beaucoup d'événements liés avec la francophonie, comme c'est le mois de la francophonie. À l'université de Sofia, nous avons fait plusieurs événements, comme le dernier, c'était l'histoire des contes traditionnels de Bulgarie qui ont été racontés par des étudiants bulgares en français. Ils ont été traduits et c'était vraiment très amusant. Mais c'est pas facile de traduire ça, c'est très spécifique, c'est un gros travail. Exactement, il y a trop de termes qui sont très très anciens et qui sont difficiles à traduire, mais les étudiants ont bien fait cette épreuve. Et puis nous avons organisé aussi un questionnaire sur des questions sur la culture et l'histoire française. Alors, est-ce qu'il y a des résultats écrits ? Vous savez, je reste journaliste, moi je veux voir du concret. Est-ce que ces contes bulgares traduits en français, moi qui me paraissent très intéressants, est-ce que ça a été écrit ? Est-ce qu'on peut envisager, je ne sais pas, une publication, une présence sur le net ? Il y a peut-être d'autres gens ailleurs qu'en Bulgarie qui souhaiteraient les lire. Oui, exactement. On pense justement sur cela, de les publier peut-être tout d'abord sur Facebook, parce que nous avons écrit cette qu'est-ce qu'on ferait sans Facebook ? Oui, et puis on peut les publier dans un livre, je crois. Mais c'était vraiment un travail très approfondi sur le lexique, sur les liens entre les cultures et
les manières de comprendre le monde de différentes langues et de les mélanger d'une manière très spécifique. Très bien, Elitsa, vous restez avec nous. On va faire un saut à Chisinau. On va voir Dorina Tâmbour, qui est également étudiante en français là-bas, pour avoir le pouls à Chisinau. Donc, qu'est-ce qui a été fait, Dorina? Et puis, j'aimerais bien qu'on parle, en fait, que vous parliez avec Christina, toutes les trois, pour voir qu'est-ce qui vous ressemble et puis quelles sont les différences, parce qu'il y en a quand même au-delà des pays et des nationalités. Dorina, est-ce que tu nous entends à Chisinau? Oui. Alors, c'était quoi le plus de Chisinau par rapport aux autres, enfin, ou la spécificité moldave en ce mois de mars? Oui, en fait, la francophonie est assez présente chez nous aussi. Moi, en fait, je suis déjà en 4e année de la faculté de droit, donc on n'a pas trop beaucoup de temps pour participer aux événements. Mais quand même, on a eu aussi une conférence scientifique entre les étudiants. Et on a parlé de la déontologie juridique. Voilà, on a discuté en plus des standards internationaux. Ça s'est tout de suite orienté plutôt vers le monde du travail, en ce qui vous concerne. Pardon ? Ça s'est tout de suite orienté vers le monde du travail. Vous êtes en 4e année de droit, vous allez rechercher un boulot, bien sûr, bientôt. Et donc, c'est plus le next step, pardon, pour la francophonie, que les actions qu'on a pu entendre à Sofia et à Bucarest, non? Est-ce qu'il y en avait d'autres à Chisinau d'une manière moins orientée vers le monde professionnel? Oui, vraiment, on s'oriente vraiment du point de vue du professionnel, mais la déontologie juridique, c'est vraiment du professionnel puisque ça apporte sur la responsabilité, sur les valeurs. Et ça, c'est très important, je pense. Donc, on a eu le plaisir de participer à cette conférence. C'était assez efficace. Puis, on a eu aussi une discussion avec un professeur qui vient de France. Donc, on a discuté sur les contrats de consommation. C'était présent le 3e et le 4e année et on a eu aussi une discussion ensemble sur des standards internationaux, sur ce que c'est les réglementations au niveau européen. Donc ça c'était aussi un événement qui s'est passé la semaine dernière justement. Et vous personnellement, Dorina, pourquoi est-ce que vous avez choisi le français en fait pour tout vos études, votre cursus et visiblement la suite de votre vie professionnelle? Oui, en fait, le français est avec moi depuis plusieurs années, puisque même j'étais à l'école et j'ai fait environ 5 années de cours à l'Alliance française. Oui, mais pourquoi le français et pas l'anglais ou l'allemand ou le chinois? Quand j'étais petite, on me disait toujours, j'étais petite fille, on me disait, tu es très bonne en français, ça te va très facile. Et tout le monde m'encourageait d'étudier, puisqu'ils voyaient que ça c'était vraiment plus facile pour moi que pour des autres personnes. Bon. Et j'ai été toujours encouragée à l'étudier et en fait je suis parvenue à avoir le plaisir de l'étudier et je ne le regrette pas puisqu'en fait le français ça pour moi ça signifie le professionnalisme puisque grâce à la langue française j'ai réussi à trouver un boulot, 2 boulots. Alors c'est quoi comme boulot? Le premier c'était dans un centre d'appel. Oui. J'avais 18 ans et on appelait les gens en France pour faire de la publicité. Oui. Oui, je ne suis pas sûr que ça leur faisait vachement plaisir, mais c'est une très bonne façon de débuter. Oui, vraiment. C'était difficile parfois, mais c'était vraiment une très bonne expérience les quelques mois que j'ai travaillé. Et ensuite, j'ai trouvé un autre, c'était déjà après 2 ans. C'est aussi un centre je suis responsable des langues étrangères, notamment du français et de l'anglais aussi. Donc voilà, pour moi, le français, ça m'a apporté un peu de professionnalisme dans ma vie auprès de l'activité de l'étudiant que j'ai dans le cadre de notre université. Oui, ça c'est la deuxième fois que vous utilisez ce terme de professionnalisme et c'est bon, je retiens ça. Restez avec nous parce que j'ai envie de poser la même question à vos collègues d'émission d'aujourd'hui. Christina, le français, pourquoi pas l'anglais là? Parce que là en Roumanie, franchement, la question doit se poser. Pourquoi pas, je sais pas, le turc ou l'allemand? Pour moi, l'histoire avec le français est assez longue. J'apprends le français depuis 15 ans, depuis l'âge de 6 ans, parce que c'était une tradition de famille. Ma mère parlait le français, ma grand-mère parlait le français, alors c'était tout naturellement... Mais ça, c'est en général pour les enfants qui ne comprennent pas. Hein. C'était tout naturellement que j'apprenne comme première langue étrangère le français. Il faut mentionner que j'ai appris l'anglais comme deuxième langue étrangère. Et pour moi, le français, c'est qu'il m'a apporté beaucoup d'opportunités. J'ai gagné beaucoup de concours de langue française
française et ensuite j'ai décidé de suivre la faculté de langue moderne appliquée. J'ai passé un semestre à Paris, ce qui a été une expérience unique, tout justement parce que j'ai pu parler le français. Et finalement, pour moi, c'est aussi une relation professionnelle avec le français parce que je serai bientôt licenciée en langue appliquée. Je vais devenir traductrice et j'ai déjà eu l'occasion de faire 3 stages professionnels en tant que traductrice de français. Vous êtes partie en France à plusieurs reprises. Où ça? Pourquoi? J'ai étudié en semestre à l'université Paris 7 Diderot, oui. toujours langue étrangère appliquée et surtout des traductions français-anglais. D'accord, je me tourne vers Sophia et vers Elitsa. Pourquoi le français? Pareil, parce que Elitsa, vous faites de la télé, vous êtes une star de la télé à Sofia, enfin, ou du moins une présence constante depuis quelques années sur les écrans bulgares. Ça aide parce qu'on nous disait, on avait cette petite image, là, la petite fille toute mignonne qui parle français, qui dit télé, dit français, dit glamour. C'est vrai que j'ai fait des reportages à la télévision nationale bulgare et pour moi aussi personnellement le français m'aide beaucoup parce que je fais toujours les interviews avec les Français, avec les francophones et c'est un grand plaisir pour moi. Est-ce que vous avez de la concurrence sur le marché là? Vous êtes la seule à pouvoir faire ça pour la télé bulgare? Non, pas du tout. Vous voyez, c'est un bon plan. Une possibilité de collaborer, pourquoi pas. Et en fait, pour moi aussi, tout a commencé lorsque j'étais petite. Mon père a aussi fait des lettres françaises et alors chez nous on a toujours écouté des chansons françaises et comme ça mon amour pour le français a commencé parce que j'entendais toujours des histoires mais je ne comprenais rien et je lui toujours posais des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi l'histoire cette fois, et comme ça l'art français m'a vraiment intéressée, je suis intéressée à l'art. Et c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre cette langue et puis continuer dans cette direction. Et alors justement, vous allez vers quoi? Qu'est-ce qui vous fait envie maintenant sur un plan professionnel? Moi, j'ai fait des reportages sur des événements culturels à Sofia. Oui, mais ça, c'est en bulgare, là, avec le français. Est-ce que le français vous sert à quelque chose maintenant? Va vous servir à quelque chose pour la suite de votre carrière? À part interviewer Monsieur Hollande ou je ne sais, ou Jean-Jacques Goldman s'ils viennent à Sofia. Exactement, c'est une porte vers un très très vaste monde d'artistes parce que je crois personnellement que, et c'est sûr que la France est un des pays les plus répandus, les plus connus au monde pour la culture, pour les arts, et c'est ce qui m'intéresse pour continuer mes études en France. Moi aussi, j'ai déjà fait un an en France par le programme Erasmus. Où ça? Et maintenant, à Sorbonne, Paris 4. Très bonne université, oui, j'étais étonnée là. Toutes les études qu'on a fait, la manière dont... Non, là c'était juste, c'est un petit témoignage personnel. C'est très bien, merci Elitsa, vous restez avec nous. Benoît Rutten, je me retourne vers vous parce que j'ai envie de vous poser, je sais que vous avez une précision à faire parce que vous agitez sur votre siège, mais c'est normal, c'est un débat vivant. Moi j'ai envie d'être un peu, non pas iconoclaste, mais ce que je retiens des témoignages des trois que nous venons d'entendre, c'est plutôt une histoire de transmission familiale, ce français depuis un âge très tendre, et c'est le schéma très classique. Alors est-ce qu'il ne faut pas en sortir? C'est bien, certes, mais est-ce qu'il ne faut pas maintenant ouvrir à autre chose? Si, je pense que c'est suscité et ça passe par l'école, hein, quand je me le disais, c'est suscité dans les écoles, prendre le relais de ces familles. Et c'est vrai que moi je rencontre ici depuis 3 ans des vieilles personnes qui parlent un français admirable et je me dis qu'elles ont transmis. Qu'on ne parle plus en Belgique, en France, au Canada, ou toute la Belgique. Non, mais je vous rassure, pas dans toute la France non plus. Et... Je voulais juste ajouter, puisque nous étions à Sofia, je préfère passer outre. Nous étions à Sofia, et bon, simplement en tant que délégué Wallonie-Bruxelles, je suis aussi accrédité en Bulgarie, et je voulais parler d'un institut tout à fait original que nous avons à Sofia, qui est l'Institut de la francophonie pour l'administration et la gestion. Ah, voilà du concret. Qui est un institut d'enseignement supérieur, de masters,
et de recherche et qui est dirigé par l'Agence universitaire de la francophonie, auquel contribue la France, la Wallonie, en envoyant des professeurs qui vont donner des formations en français et qui formeront des jeunes, pas seulement de toute la région, il y a aussi pas mal de jeunes africains. Donc c'est un instrument de qualité qui est à Sofia, qu'on n'a pas notamment en Roumanie, et je voulais le souligner parce que et il est dirigé par une Roumaine. C'est très bien. Je peux vous poser une question bête, mais je suis sûr que je ne suis pas la seule à me la poser. Si je suis, je parlais de belge ou français, francophone occidental, est-ce que je peux aller étudier ça à Sofia ? Oui, mais cette école est plutôt réservée à des gens qui maîtrisent le français, mais dont le français n'est pas la langue. Pas la langue maternelle. Pas la langue. Par contre, les professeurs qui sont là viennent de l'université de Liège, de Paris, de Nantes, de Bordeaux. Donc, ce sont des formations pointues en français. Je dirais que 40% des étudiants viennent d'Afrique, notamment. Très bien. Là, je m'adresse aux trois jeunes filles qui sont autour de nous aujourd'hui et j'ai envie de vous dire, vous avez à vos côtés un responsable, un acteur, c'est un décideur, c'est un politique dans le vrai sens du terme, bon sens du terme, de la francophonie. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander, mais sur un plan très personnel, très au ras des pâquerettes, comme on dit en français, pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de savoir de la part d'un gars qui est aux manettes? Pardon pour la familiarité du terme, mais je pense qu'il faut ramener la langue et le dialogue à ça. Et M. Rutten est aux manettes. Oui, moi j'aurais une question. C'est comment il perçoit la francophonie en Roumanie en tant que francophone natif? Oui, mais pardon, ça c'est trop large. Qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir le chef du GADIF à tes côtés, groupe des ambassades, délégations, institutions francophones? C'est quelqu'un qui travaille au quotidien pour ça. Alors, quelle est la réponse que tu aimerais avoir, toi, Christina, étudiante à Bucarest, sur un problème qui t'appartient? Sur un problème qui m'appartient, sur le parcours universitaire, comment la GADIF appuie les formations universitaires en français à Bucarest? Le GADIF en tant que tel, je le rappelle, c'est une association d'ambassades francophones sur base volontaire qui ne dispose pas de moyens, de ressources propres. Au sein du GADIF, nous avons des institutions plus spécialisées comme l'OIF, l'AUF, dont c'est le boulot d'aider la coopération interuniversitaire. Ce que nous pouvons faire au niveau du GADIF, et nous l'avons fait, c'est inviter le ministre de l'enseignement supérieur roumain pour attirer son attention sur une série de choses à faire, à mettre en place, demander quelle est la stratégie du gouvernement, est-ce qu'il ne pourrait pas renforcer tel ou tel aspect. Donc c'est plus une sensibilisation avec notre force de frappe diplomatique de dire, bon, là on tire la sonnette d'alarme, il faudrait peut-être faire un peu plus ceci ou un peu plus ça. Et alors d'un point de vue personnel, je viens de me rendre compte que Christina était venue tenir le stand du GADIF à Godé-Amous l'année dernière, et donc je la retrouve ici, c'est très amusant. Mais c'est parfait. Même question pour Dorina. Dorina, est-ce que tu as une question? On va laisser tomber le veau là, parce que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Oui, sauf avec naturellement Monsieur l'ambassadeur Rutten. Est-ce que tu as une question personnelle, je dirais, liée naturellement à la francophonie, à adresser à notre invité, notre grand témoin d'aujourd'hui? Oui, j'ai une question très personnelle à vous poser. En fait, je me rappelle quand je discutais au français au téléphone, il me disait que, mais mademoiselle, vous avez un accent très de l'Est de l'Europe, c'est un accent très russe. Et c'est très moldave aussi, Oui, je vous rassure. Je me sentais assez pas convenable et je voulais savoir s'il y a vraiment cette attitude assez hostile peut-être envers les personnes francophones qui proviennent de cette région-là. Non, ça je vous rassure, vous frappez à la très bonne porte. Monsieur Rutten est belge, il va vous expliquer qu'on parle français avec plein d'accents et de plein de façons différentes et qu'il y a surtout pas à avoir honte de cela. Je crois que là, franchement, il n'y a pas mieux qu'un belge pour vous expliquer ça. En tout cas, ce que j'entends dans mon micro, je trouve ça assez parfait. Voilà. Donc, si accent il y a, il n'a pas passé la frontière. Et je vous dis, en Belgique, nous avons tous des accents, même au sein de la Belgique francophone, qui n'ont rien à voir avec l'accent parisien ou marseillais. Donc je crois qu'il ne faut vraiment pas faire attention à l'accent, mais plus à la syntaxe, à l'orthographe et à la beauté de la langue. Ok. Très bien. Donc... oui, allez-y. S'il y en a une autre. Non. Donc, ça signifie peut-être que je suis simplement tombée sur des personnes qui ne voulaient pas. Non, parce que le français, encore une fois, il y a plein d'accents extrêmement différents. Oui. Les Parisiens, et j'en sais quelque chose, ont le défaut de vouloir tout ramener à la manière parisienne de prononcer, notamment par rapport à des voisins belges ou marseillais ou lillois. Mais c'est pas
C'est le français, c'est une partie du français. Elitsa, est-ce que vous avez le même problème à Sofia? Est-ce que votre accent vous gêne? À Sofia, non. En France, oui. Pourquoi? À Paris, ça m'a gênée parce que tout le monde m'a dit, mais vous êtes une fille de l'Est, ça se voit. Oui, mais c'est pas forcément quelque chose de mauvais, non? Non, je l'ai pas pris comme une mauvaise chose. Mais moi, j'ai une question liée à la porte de la Bulgarie et des pays de l'Europe de l'Est à la francophonie. Vas-y. Comment vous estimez ce rapport? Alors, quel est l'apport des pays de l'Est à la francophonie, la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie? Qu'est-ce qu'elles apportent? Qu'est-ce que ces pays-là apportent à la francophonie? Mais je crois que ces pays sont les derniers avant le monde slave et donc peuvent servir à nos pays de tête de pont, ne fût-ce qu'au niveau linguistique et même économique, de tête de pont francophone avant un monde qui l'est beaucoup moins. Donc ça, je crois que pour moi, en termes de débouchés, notamment entreprises, économies, c'est des pays très importants et il est très important qu'ils gardent le français. C'est une rampe de lancement, une envie de conquête dans le sens pacifique du terme, ou alors au contraire, on protège nos frontières? Non, on peut dire rampe de lancement. On peut dire rampe de lancement vers des marchés bien plus lointains. Alors, je vais faire un dernier tour de table avant de donner la parole à Benoît Rutten pour conclure. J'aimerais savoir, très honnêtement, venant de Christina, de Dorina et d'Elitsa, si elles se sentent à l'aise avec ce militantisme francophone dans leur pays, c'est-à-dire avec cette étiquette francophone qu'elles ont, c'est une bonne chose, c'est tout ce qui me reste, j'ai pas trouvé mieux, ou est-ce que oui, c'est un drapeau que j'ai envie de brandir bien haut et d'amener le plus loin possible? Allez, Christina, on commence avec toi. C'est une très bonne chose, surtout parce que l'histoire francophone de la Roumanie date depuis assez longtemps. Donc moi, je suis fière de me pouvoir appeler francophone et je trouve que cela apporte beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités. Et alors, si on prend le côté professionnel dont on a parlé plus tôt, il faut rappeler qu'il y a presque 400 entreprises françaises qui sont implantées en Roumanie. Donc voilà déjà un tas d'opportunités. Et je ne te parle même pas des Belges, hein. Oui, justement. Ou de Suisse, ou des entreprises, il y a même du malgache, me semble-t-il. Oui. Donc les opportunités professionnelles, culturelles, éducationnelles sont très très vastes pour quelqu'un qui parle le français. Donc c'est un bon couloir. C'est un très bon couloir, oui. Dorina, la Chișinău, j'allais dire, ma langue a fourché. Oui, en fait, je suis très confortable avec la présence de la langue française ici chez nous. Ça nous offre plus d'informations, d'opportunités. Il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de faire leurs études à l'étranger. Et s'il n'y a pas vraiment milieu qui nous offrira toutes ces informations et cette opportunité, ça sera plus difficile de trouver tout ça indépendamment. Donc, tout seul, aller chercher sur l'Internet ou autre part. Donc, je pense que c'est vraiment bénéfique et c'est vraiment super que la langue française est aussi répandue dans le monde et qu'il y a tous ces gens qui aiment l'apprendre et qui ont toutes ces opportunités. Donc, je pense que c'est formidable. Très bien, merci Dorina. Ça, c'est du franco-roumain. On passe à Elitsa, à Sofia. Alors, bon choix le français? Ah oui, bien sûr, c'est le meilleur choix. Moi aussi, je fais un stage à un lycée francophone à Sofia et je sollicite toujours les étudiants pour leur choix et je leur donne plusieurs possibilités qu'ils peuvent faire avec le français à l'avenir. Et moi aussi, je trouve ça comme une bonne voie pour l'avenir et la vie professionnelle. Ça ouvre beaucoup de portes dans différents domaines et c'est vraiment un avantage pour chacun qui a choisi le français. Blagodaria Elitsa, le mot de la fin à monsieur le président du GADIF, Benoît Rutten. Et oui, je parle un peu bulgare, mais c'est juste pour l'essentiel. Donc, c'est pas la peine de rigoler, j'espère que j'avais un bon accent. Merci. Non, c'est Elitsa qui rigolait discrètement dans le casque, donc d'accord. J'espère que mon accent était correct. Donc, je dirais simplement que le français reste un atout pour tous ceux qui le maîtrisent et l'alternative incontestable à une forme d'uniformisation de la pensée et des pratiques. Et je dirais que
le groupe GADIF, ici en Roumanie, qui est composé d'une quinzaine d'ambassadeurs, est un groupe assez fort, assez visible, parce qu'on s'entend bien entre nous, et qu'on fait des choses avec enthousiasme et énergie, que nous partageons tous cet amour de cette belle langue qu'est la langue française. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission, à vous qui l'avez suivi. On se retrouve donc pour ce partenariat nouveau avec l'AUF d'ici un mois, pile. Et pour le reste des émissions du programme en français, s'il vous plaît, c'est tous les mardis soirs à 19h15, ici et seulement ici, à RFI. Bonne soirée à tous.